Bonjour, cette semaine, j'ai reçu pour une deuxième fois Mélanie Bilodeau, qui est psychoéducatrice. Mélanie est venue nous parler cette semaine des façons, des moyens qu'on pouvait mettre en place pour instaurer un climat familial positif ou pour améliorer notre climat familial. Elle a donné des trucs concrets. Elle a donné beaucoup d'exemples aussi. J'espère que vous allez utiliser ces exemples-là pour vous aider à améliorer votre climat familial. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble. Par Placote. Bonjour Mélanie. Bonjour Alexandra. Merci à nouveau d'être ici aujourd'hui. On t'a reçu précédemment pour parler entre autres des consignes. Puis aujourd'hui, on va parler un peu de la continuité de tout ça avec le climat familial. Comment instaurer un beau climat familial, un climat familial agréable. Puis quand je t'ai abordé pour parler de ça, tu m'as dit « Ouais, je suis pas certaine parce que les consignes vont venir entrecouper. » Puis là, mais là, finalement, en discutant ensemble, on s'est dit « Oui, il faut aller de l'avant avec ça parce que c'est la suite logique des choses. » Oui. Je te laisse te présenter un peu avant qu'on rentre dans le sujet. Oui, donc Mélanie Bilodeau, psychoéducatrice spécialisée en périnatalité et petite enfance 0-5 ans. Donc, je suis aussi accompagnante à la naissance. Mon plaisir dans la vie, c'est vraiment d'accompagner les couples, les familles dans tous les processus d'adaptation qui sont associés à la grossesse, l'accouchement, l'arrivée du bébé et évidemment toute la période de la petite enfance 0-5 ans. Je suis également autrice du livre « Soyez expert de votre bébé » publié aux éditions Midi 30, conférencière, formatrice. Bref, je m'amuse dans le monde de la psychoéducation avec les parents et les intervenants. Super. Puis ton site Internet aussi qui est super bien fait. Là, on a beaucoup d'informations. Puis tes réseaux sociaux aussi, tu partages beaucoup d'informations pertinentes. Oui. Donc là, climat familial. Oui. Puis là, moi, j'ai juste en tête, là, des fois, là, à quel point ça peut virer vite en catastrophe. Là. Mm-hmm. Puis, ceux qui n'ont pas écouté l'enregistrement sur les consignes, c'est peut-être une prédiscussion à la discussion qu'on a là. Oui. J'ai l'impression que ça mettait bien la table pour voir où on s'en va aujourd'hui. Fait que j'invite les gens peut-être à l'écouter. Passer sur pause, écouter le premier épisode. Puis, aujourd'hui, climat familial. Quand on parle de climat familial, c'est tout ce qui se passe dans la maison, finalement. Oui. Absolument. C'est l'ambiance qui règne à la maison, oui. C'est l'harmonie ou pas, c'est la contagion émotionnelle aussi. Oui, parce qu'on on va revenir là-dessus. Ah oui, c'est clair qu'on va en reparler. Oui, on est très contaminé par tout ce qui se passe dans l'environnement et par les autres aussi, dans le vécu des autres. Alors oui, il y a beaucoup de choses à dire sur le climat familial. Beaucoup de choses à dire. Puis souvent, on pense que notre climat familial est correct, là, on est bien, puis tout ça, jusqu'à temps que ça dérape. Ouais. Jusqu'à temps que ça dérape. Puis c'est là que toutes les consignes, mettre un cadre, tout ça dont on a parlé, viennent nous aider. Donc, allons-y. Lançons-nous dans le sujet climat familial. Go! C'est parti. C'est parti. Donc, écoute, d'entrée de jeu, là, j'ai envie de faire un lien, effectivement, avec l'autre épisode là, qu'on a enregistré ensemble. L'encadrement familial, là, c'est la base d'une harmonie familiale. Oui. Moi, souvent, je vais proposer l'analogie d'une clôture. Tu sais, notre enfant, là, quand il va jouer dans la cour arrière, particulièrement quand il est petit, il a besoin que le terrain soit clôturé. Hein? Sinon, il va avoir différentes réactions. Alors, si le terrain n'est pas clôturé, bien, soit que je vais avoir un enfant très téméraire qui va prendre la poudre d'escampette assez rapidement et qui va partir en courant, qui va aller explorer. Et là, il peut vivre toutes sortes d'échecs. Il peut rencontrer un gros chien, ça va lui faire peur, peut-être qu'il ne voudra plus retourner jouer à l'extérieur par la suite, il peut se perdre, etc., etc. Oui. Il y a aussi les enfants qui sont un peu plus insécures, un peu plus anxieux de nature. Eux n'iront pas explorer dans une cour qui n'est pas clôturée. Ils vont rester collés près de leurs parents. On va leur dire « Vas-y, va jouer, regarde, la balançoire est là, regarde comme c'est beau. » L'enfant va rester collé près de nous, il va avoir besoin de notre proximité, il va être insécure. Alors, à la maison, le cadre familial, c'est la clôture dans la cour. Oui. S'il n'y a pas de clôture, bien, soit que le bordel pogne, donc mon enfant prend la poudre d'escampette, justement, sait pas trop quelles sont les limites, essaie toutes sortes d'affaires,
Ou on va avoir un enfant plus insécure, plus introverti, ou qui va faire beaucoup de crises, qui va vivre, en fait, beaucoup de crises de colère, beaucoup de débordements émotionnels par insécurité, parce qu'il ne sait pas sur quel pied danser, il ne sait pas quelles sont les règles, quel est le cadre, quelle est la limite d'un parent à l'autre et tout. Alors, les enfants, ils ont besoin de cette clôture-là. C'est pas une question d'être très autoritaire. Oui. Au contraire, c'est d'offrir un sentiment de sécurité à nos enfants. Donc là, on revient d'établir des règles qui sont claires à la maison, des règles non négociables et des règles négociables. Oui. Et que ce cadre-là soit nommé, soit clair pour tous les membres de la famille, finalement. Exactement. Oui. Les enfants ont besoin d'avoir un cadre pour se sentir en sécurité. Oui. C'est ça que ça veut dire. Et quand on est dans une période où les enfants testent beaucoup les limites, parce que parfois, il y a des parents qui vont dire, moi, là, mon cadre est super bien établi, on est cohérents entre parents, on a une belle cohésion, on fait un beau travail d'équipe, on a une routine, les enfants savent exactement à quoi s'en tenir, ça roule bien. Et là, il se passe un événement dans notre vie où des fois, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Du jour au lendemain, bang, justement, le chaos débarque. C'est le bordel. Les enfants testent les limites, veulent plus se coucher le soir. Il y a des crises, il y a de la chicane entre enfants. Là, on se dit, mais que se passe-t-il? Bien souvent, c'est lié à un sentiment d'insécurité parce que le cadre est un petit peu assoupli. Et là, ça la dernière année et demie, 2 ans, avec la pandémie et tout ça, le climat familial a pu être très affecté, là. Absolument. Parce que notre cadre n'était plus du tout le même, là. C'était pas du tout le même, exactement. Fait que les enfants réagissent au changement. Puis au changement négatif et au changement positif aussi. Donc, c'est sûr que dans la dernière année, il y avait un petit peu de négatif, hein? On était plus tendus, tout ça, on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Mais il y a eu aussi du positif, c'est-à-dire que les parents étaient plus présents, parfois à la maison. Il y a des parents qui n'ont même pas été en télétravail, qui étaient 100% du temps à la maison. Donc là, tout le monde est tombé plus relax, un petit peu plus de temps en pyjama, un peu moins de garderie, l'école et tout ça. Quand on est revenu à quelque chose de plus normal, les enfants ont réagi très, très fort parce qu'ils ont dit, voyons donc, c'était pas ça le cadre. On a aimé ça, justement, que le cadre s'assouplisse. Et parfois, même pendant la période où le cadre est un peu plus souple, les enfants réagissent aussi. Parce qu'ils sont un peu perdus dans leur repère. Exact, ils ne comprennent pas. Le temps des fêtes, c'est le meilleur exemple. Hein? On se dit, ben voyons donc, comment ça qu'on vit plus de crises, que les enfants nous écoutent tellement plus? Plaisant, c'est pourtant. tellement plaisant. On est toujours en pyjama, on sort, on a de la visite, on a des cadeaux, c'est plaisant. Pourquoi? Pourquoi ça va pas bien à la maison? Bien, les enfants ont perdu leur repère. Donc oui, même dans le temps des fêtes, ils ont besoin qu'on maintienne un minimum de routine, qu'on ait des heures de dodo quand même assez stables. L'idée, ce n'est pas d'être rigide. Au contraire, puis ça, c'est une autre clé de l'harmonie familiale, là, c'est la flexibilité et la souplesse. On pourra en reparler. Oui, absolument. Mais oui, effectivement, que les enfants réagissent beaucoup au fait que la clôture... bouge. Ben, c'est ça qu'elle bouge. Hein? Puis quand les enfants vont tester les limites, c'est ça qu'ils font. Ils grimpent dans la clôture puis ils la shake un peu. Est-ce qu'elle va tomber, cette clôture-là, ou elle est encore solide? Est-ce qu'elle me tient encore en sécurité? Oui. Puis là, tantôt, je dis, on va y revenir, mais je pense que là, ça serait les émotions. Comment t'as dit tantôt? La contagion émotionnelle. La contagion émotionnelle. Tu sais, je pense que le terme dit ce qu'il veut dire, mais on va pousser ça parce que je pense que c'est important. J'ai pris un regard sur moi-même, au quotidien, dernièrement, à propos de ça, à propos de quand moi, je suis stressée, quand moi, je suis en colère, quand moi, j'ai de la peine, peu importe, je suis de bonne humeur, ça a un impact. Assurément. Ça a un impact. Puis les enfants vont un peu pas copier, mais ressentir et filer de la même façon. Un peu, c'est ça. Oui, hein? Les enfants sont des éponges en partant. Les enfants, ils sont très sensibles, ils ressentent beaucoup les émotions des autres, ils sont foncièrement empathiques. Et il y a des enfants qui, aussi, de par leur tempérament, sont déjà
hypersensibles, donc perçoivent beaucoup plus les émotions de l'environnement puis les différents changements qu'il peut y avoir. Donc, oui, la contagion émotionnelle, ça a un impact nécessairement sur l'harmonie familiale et sur l'ensemble du climat. Donc, les enfants vont réagir aux émotions des adultes, mais les adultes réagissent aussi aux émotions de l'enfant. Hein? Fait que c'est une espèce de roue qui tourne de laquelle on a de la difficulté à se sortir parfois. Et on a juste à se regarder aller, là, des fois, pour comprendre des affaires. On rentre à la maison, ça se passe bien. Les enfants étaient de bonne humeur avant qu'on arrive. Ils étaient peut-être avec papa, puis tout le monde avait du plaisir. Puis nous autres, on arrive, puis on est de mauvaise humeur, puis on commence à bardasser un petit peu, puis là, ramasse ci, puis ramasse ça. Puis là, voyons donc, c'est à l'envers, puis comment ça? Puis là, on se met à chialer un peu. Puis là, il y en a un qui se met à chigner. Puis là, l'autre commence à chigner. Puis là, notre conjoint embarque, dit là, c'est parce que t'arrives, on était de bonne humeur. Là, toi, t'as l'air bête un peu, c'est un peu désagréable. Mais là, parle-moi pas de même, là, j'ai passé une mauvaise journée. Wouh! Déjà, la tension vient de monter d'un cran. C'est assuré que d'ici 20 minutes, il y en a un qui risque de vivre une bonne crise de colère. Ça explose. Oui. Il va lancer quelque chose dans le mur, il va pincer son frère, il va bardasser à la table, il va lancer un brocoli, il va se passer quelque chose. Les enfants réagissent, sont comme « Hey, j'aime pas ça, là, ce climat de tension-là, et je le ressens. » Donc, il faut que je me décharge. Ça devient du stress, hein? Il faut que l'enfant se décharge de ce stress-là. Alors, la contagion émotionnelle, c'est un très, très grand facteur d'influence dans une famille. On est tous sujets à ça. Il faut juste en prendre conscience de nos émotions, arriver à la maison puis oser dire à nos enfants même comment on se sent. Là, aujourd'hui, papa, maman ont une grosse journée. C'est pas de ta faute à toi. Ça t'appartient pas. Je vais tout faire pour qu'on passe une belle soirée, mais je te le dis, là, je suis pas vraiment de bonne humeur. Mais je te le dis, c'est pas de ta faute. L'enfant a besoin de sentir que c'est pas de sa faute à lui. Très important. Faut pas qu'il se sente responsable, mais d'oser le nommer. Déjà, ça va casser un petit peu cette espèce de clash-là qu'on est en train d'installer quand on arrive avec toute notre mauvaise humeur. Les gens vont être beaucoup plus accueillants parfois, plus empathiques. On va prendre soin de maman, elle n'est pas de bonne humeur aujourd'hui, papa il est fatigué. Puis même entre partenaires, c'est ce qu'on souhaite, là. L'alliance parentale, c'est ça. Dis, bon, regarde chérie, je vois bien, tu es fatiguée un peu. Veux-tu, va te servir un petit verre de vin sur la terrasse en arrière, je vais partir le souper. C'est ça, faire un travail d'équipe, là. Oui, mais c'est pas facile de nommer ça comme adulte, là, d'arriver puis de dire, écoute, là, je suis vraiment en colère présentement. Je suis pas en colère contre toi, c'est pas à cause de toi, mais je suis en colère. Ouais. Puis j'ai juste besoin de respirer. Ça m'est arrivé dernièrement, il est arrivé une situation, puis j'étais en colère, déçue, j'avais de la peine, j'ai éclaté, là. Tu sais, j'ai éclaté. Puis une fois que j'ai nommé, justement, là, tu sais, là, maman, elle va pas bien en ce moment. C'est pas agréable pour moi, ce qui se passe en ce moment. J'ai eu une grosse nouvelle qui était pas agréable pour moi. Bien, je vais aller dans ma chambre, je vais aller me reposer. Puis là, à un moment donné, j'ai entendu cogner à la porte. Il m'amenait son toutou. Oh, tu sais, il m'a amené son toutou, puis il est ressorti. Tu sais, mais moi, j'ai dû travailler beaucoup pour arriver à nommer ces choses-là, puis je le fais pas tout le temps, du tout. Puis, mais c'est difficile, comme parent, de le nommer. Oui, puis de le reconnaître. Hein? D'accepter. Tu sais, c'est ça, il faut le reconnaître, il faut l'accepter. Des fois, là, moi, je le sais, j'ai tendance à être bête un peu. Pas dans ma vie de tous les jours. Personne sans doute. Il y a des gens qui me disent, bon, je suis pas capable d'imaginer que tu peux être bête. Mais quand j'arrive à la maison, c'est là que ça sort. Puis je m'en rends pas compte. C'est les gens qui me le reflètent. Ben, mes enfants puis mon chum qui me disent, là, t'es bien bête, tu sais. Ça demande de l'humilité, de se regarder aller, de reculer. Il faut reculer. Parce que moi, si je reste dans la situation, c'est sûr que je deviens bornée, puis je suis pas bête, puis on le prend mal. C'est le cercle vicieux qui tourne. C'est ça, c'est la roue qui tourne. Voilà. Puis là, on contamine tout le monde. Fait qu'il faut prendre ce recul-là. On sort dehors, on respire, on entend ce que l'autre vient de nous dire. OK, là, je suis bête. Bon, je suis pas d'accord, je vais être si bête que ça. Ouais, mais il a trouvé que j'étais bête. C'est ça. Faut que je me regarde aller. Puis je sais que c'est pas facile, puis on le fait pas tout le temps, mais c'est un exercice de tous les jours, là. C'est ça, être parent. C'est un cheminement. On sera jamais parfait. Puis, tu sais, tout ce que je vous dis, je le fais pas moi-même à tous les jours de ma vie. Mais il y a des moments que j'y arrive, puis je suis bien fière de moi quand ça marche. C'est de cheminer vers la meilleure version de soi-même. Puis, je me plais à dire qu'à chacun de nos enfants, on devient meilleur. Oui. Hein? Puis, en vieillissant aussi, là, tu sais, avec l'expérience. Puis, je pense que le premier pas dans tout ce que tu nommes là, c'est d'en prendre conscience. Absolument.
Parce qu'avant de pouvoir agir, il faut être conscient de ça. Une fois qu'on en a pris conscience, ça se peut qu'on ne soit pas capable. Là, mais j'ai l'impression que juste d'en avoir pris conscience, on a une réflexion qui est entamée. Là. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe, puis peut-être que ça ne fonctionnera pas tout de suite, mais il y a quelque chose qui se passe. Là. Je pense que dans tous les podcasts que j'ai faits jusqu'à présent, les enregistrements, ça revient souvent à ça. De prendre conscience, nous, là, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Puis après ça, on peut agir avec les autres. Fait que le climat familial, l'ambiance familiale joue beaucoup là-dedans. Là. C'est notre perception, notre compréhension de ça, notre acceptation aussi qu'on va pas toujours bien, là, puis absolument. Que c'est correct. Ben ça joue aussi sur le reste, là, tu sais. Oui. C'est vraiment intéressant, tout ça, là, de voir qu'on peut en prendre conscience. Ça ne veut pas dire qu'on va changer du jour au lendemain puis qu'on va être capable de l'exprimer, mais au moins, il y a un pas de fait, là. Oui. Puis ensuite, il faut faire quelque chose avec ça. Tu sais, moi, je pourrais me dire, ouais, mais je suis bête, je suis fait comme ça, puis accepter ça, tu sais. Mais il y a des gens qui en souffrent, là, quelque part. On n'aidera pas la situation. Mais non, ils me nomment clairement, tu es bête. Donc, ça veut dire qu'ils vivent un malaise. C'est à moi à me responsabiliser puis à faire quelque chose avec ça. Donc, l'idée, c'est d'essayer de se trouver des moyens. On peut aller se chercher de l'aide externe aussi, si nécessaire. Il y a des choses là, qui se travaillent. Puis, c'est pas une honte là, d'aller voir un psychologue, un travailleur social, un psychoéducateur. Puis, il y a des moyens qu'on peut mettre en place dans notre vie de tous les jours pour faciliter notre quotidien, diminuer nos irritants. Moi, je le sais qu'arriver à la maison, des fois, j'arrivais très tard quand même, 18 heures, c'est assez tard, les enfants ont faim. Je sais que pour moi, c'était un irritant majeur d'avoir à faire le souper. C'était épouvantable. Ça me drainait dans l'auto. 15 minutes avant de rentrer dans la maison, j'avais mal au ventre parce que je le savais qu'il fallait que je fasse le souper. C'est pas parce que j'aime pas cuisiner, c'est parce que je savais que je manquais de temps puis que les enfants pleuraient. Puis que, ben oui, c'est ça. Mais je me suis trouvé des moyens pour ne plus avoir à vivre ça, pour être plus disponible, puis être moins bête avec mes enfants au retour, tu sais. Parce que j'ai pris conscience que c'était principalement ça, mon irritant. Mon deuxième irritant, c'était de m'enfarger dans un sac d'école, comme tu disais dans un autre épisode. J'arrivais à la maison, j'avais de la difficulté à ouvrir la porte, il y avait les paires de souliers de tout le monde, ça me fâchait. Mais j'ai mis des choses en place avec ma famille. Je dis là, quand j'arrive à la maison, si en entrant dans la maison, je m'enfarge dans vos souliers, je vais être bête tout de suite en partant. Donc, ramassez-les vos affaires, puis quand je vais arriver, je vais peut-être être plus souriante. Il y a des choses à faire, là. Il faut être proactif à travers tout ça, tu sais. Il faut essayer de s'amener un peu plus de légèreté. Ça fait très kitsch dire ça. On prend beaucoup le slow parenting de plus en plus. Le lâcher prise. Mais des fois, ça met plus de pression qu'autre chose. Ben, c'est pas évident. C'est pas facile. Surtout pas dans la... Ben, peut-être pendant la pandémie, quand il y avait beaucoup de confinement, tout ça, on pouvait y aller un peu plus. Il n'y avait pas de cours pour les enfants. Tu sais, à un moment donné, l'école à la maison, c'était pas vraiment de l'école au début. Tu sais, c'était plus... fait qu'il y a eu un certain moment... dans les dernières années où on a été capable de voir ça pouvait être quoi. Mais on vivait d'autres sortes de stress, par exemple. Absolument. Il y avait d'autres sortes de stress financiers, d'emploi, tout ça. Mais on était capable de voir du côté familial, qu'est-ce qu'on pouvait, à quoi ça peut ressembler. Du moins, de mon côté, de ma perception, j'ai été capable d'avoir un aperçu de « Hey, on peut ralentir. Mais au quotidien, de faire dire « Ah, mais lâche prise. Non. Non. C'est pas facile. Non. C'est pas facile. Puis moi, en tout cas, personnellement, ça me met de la pression, je trouve, ce mouvement-là de slow tout, là, tu sais. Puis je l'utilise l'expression. Là. Aujourd'hui, on est en slow tout. Mais je le suis pas au quotidien. C'est ça. Ça arrive, là, mais... Il faut se trouver des moyens pour y parvenir. Puis il faut pas que ça soit un objectif de vie non plus, parce que, comme tu dis, ça devient super culpabilisant. Puis c'est des moyens personnels pour notre réalité. C'est exactement ça que j'allais dire. Moi, mon irritant, c'était le souper, mais il y en a d'autres que c'est pas ça. Si ton irritant, c'est le lavage, ben je sais pas, là, trouve d'autres moyens. Là, demande à ton partenaire de t'aider, implique les enfants. C'est pas, là. Tu sais, trouve une petite voisine qui est prête à venir le faire pour 10 $, je sais pas. Trouve quelque chose. Trouve quelque chose. On pourra pas enlever tous les irritants de notre vie, c'est impossible. Fait que c'est là
qu'il faut lâcher prise un peu, mais il faut accepter des affaires. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut qu'il y ait un équilibre dans notre quotidien entre ce qui nous nourrit et ce qui nous draine. Et le quotidien, ça nous draine pas mal plus que ça nous nourrit, malheureusement, dans beaucoup de familles. Puis là, tu parles des obligations du quotidien. Là, absolument. Préparer les repas, faire le ménage, le ramassage, aller porter les enfants à l'école, les inscriptions au cours, la prise de rendez-vous. La charge mentale. La charge mentale. La charge mentale. Tout ça, ça finit par nous drainer. Et ajoute à ça les cris des enfants, le bébé qui pleure, les chicanes entre eux. Tout ça, c'est des irritants. Donc, pour être capable de gérer ce qui me draine, il faut que je me nourrisse de l'autre côté. Il faut que je travaille en prévention. Alors, il faut que j'essaie de trouver des moyens dans ma vie pour me nourrir. Moi, je le sais que le matin, je suis pas du monde. Hey, j'ai vraiment l'air bête, j'arrête plus de vous dire ça. Hey, t'es vraiment bête, Mélanie, hein? Mon chum, il va écouter ça, fait yes, elle l'a dit, elle a raison. Mais le matin, je ne suis pas du monde. Ça me prend 20 minutes, 30 minutes tranquille pour revenir à moi-même puis comprendre que je vais me connecter dans le vrai monde. Là, alors, on a trouvé des stratégies le matin. C'est mon chum qui gère l'ensemble de la routine, les enfants. J'essaie d'avoir le moins d'interaction possible avec eux parce que je deviens bête. Et là, je deviens beaucoup plus directive que bienveillante. Et je suis plus dans le « mets-le ton pantalon » plutôt que « veux-tu mettre le rouge ou le bleu ». Alors, je réfléchis plus. Je me suis trouvé des stratégies. Le soir, je suis plus efficace. Mon chum, lui, c'est le contraire. Il est fatigué de sa journée. Il a géré le matin aussi. Alors, je prends plus le relais. Faut prendre le temps de voir qu'est-ce qui nous nourrit puis qu'est-ce qui nous draine. Moi, ce 20 minutes-là, quand je me réveille ou je regarde mes réseaux sociaux, mes courriels, ça a l'air de rien, mais moi, je travaille tout de suite quand je me réveille. Ça me fait du bien, tu sais. Ça me nourrit. Ça me fait du bien. Prendre un café chaud, ça me nourrit. Parce que quand on est parent de jeunes enfants, on le sait qu'un café chaud, c'est comme le défi d'une vie, tu sais. Qu'est-ce qui te nourrit dans ta vie? Aller courir, aller faire du yoga, aller prendre un café avec une chum de fille, lire un magazine insignifiant. Qu'est-ce qui te fait du bien? Et ça va faire en sorte que tu vas être beaucoup plus capable de gérer ce qui te draine de l'autre côté. Et que ça devienne davantage des irritants que des éléments qui te drainent. Parce qu'être drainé, là, ça tire vers le bas. C'est fatigant. Être irrité, ça te gratte. C'est tout. C'est fâchant, mais c'est moins pire. Moi, j'ai commencé à tricoter pendant la pandémie, tu sais, puis je me suis rendu compte du bien fou que ça me faisait. Puis moi, j'aimais beaucoup lire avant. J'aimais encore ça énormément, sauf qu'avec des enfants, on perd un peu le temps. Puis tu sais, moi, mon moment à moi, c'était prendre un livre, m'asseoir, le lire, puis tout ça. Mais là, les enfants sont autour. Je suis pas capable de m'asseoir. Je lis un paragraphe, puis après ça, il faut que je le relise parce qu'il y a eu une intervention d'un enfant. Mais là, avec le tricot, je me suis rendu compte que je pouvais être assis au milieu de tout le monde, interagir avec tout le monde, mais que j'avais mon activité à moi qui me faisait du bien. Et depuis que je fais ça, là, ça m'a tellement aidé à gérer tout le reste. Là. Puis des fois, c'est comme, hey, là, tu sais quoi? Je vais aller m'asseoir, je vais tricoter 10 minutes. Mais je continue à être là quand même. Mais juste de le faire. Mais ça, c'est tout récent. Là. Ça fait même pas 2 ans que j'ai appris à tricoter. Et là, je suis rendue à plein de chandails, plein de bas, plein de tout. Mais ça m'a vraiment... Puis mes enfants savent, là, quand je me mets à tricoter comme une déchaînée, là, c'est que ça va pas, là, tu sais. Puis ils le savent. Mais ça, c'est mon truc que je me suis trouvée. Parce que avouons-le, quand on devient parent, nos trucs qu'on avait avant, tu sais, s'asseoir en pyjama, écouter Netflix. Ah, on n'est plus là. Tu sais, beaucoup moins, en tout cas. Notre café dans notre lit le matin, en regardant les nouvelles, on fait plus ça beaucoup, tu sais. Fait que ça, c'était des choses qui nous faisaient du bien. Moi, je pense, par exemple, dans mon temps à l'université, ce qui me faisait du bien, c'était le soir, j'allais me chercher un café déca au café du coin, puis je le buvais dans mon lit, tu sais. Ça me faisait du bien en écoutant une série télé, mais là, je le fais plus, tu sais. Bon, fait que tout ça, il faut comme se réinventer. Il faut comme retrouver tout ce qu'on faisait avant. On en faisait des choses qui nous faisaient sortir entre amis. On le fait beaucoup moins comme parents. Là, des choses qu'on prenait pour acquis. Exact. Qui maintenant deviennent des petits, voire même des grands bonheurs de la vie. Exact. Un café chaud avant d'avoir des enfants, tu n'as pas conscience à quel point tu es chanceux de boire ça.
C'est vraiment ça. Puis, écouter en rafale une série télé, ben oui. tu te fais pas interrompre, puis tu manges ton bol de céréales devant la télé. Ouais. C'est toutes des petites choses qu'on prenait effectivement pour acquis, mais qu'il faut se réinventer finalement. Oui, il faut se réinventer. Je suis d'accord avec toi. Puis moi, j'essaie beaucoup, beaucoup d'amener plus de plaisir dans ma vie. Puis ça aussi, ça a l'air très large, très abstrait, mais c'est possible. Je trouve, puis tu sais, ça fait des années, là, ça fait une dizaine d'années que je fais des consultations auprès des parents et tout ça, puis je trouve que les familles n'ont pas de plaisir. Ça va vite, la vie. Hein? Métro, boulot, dodo, là. Quand je pose la question, est-ce que vous avez du plaisir et qu'est-ce qui vous procure du plaisir? Il y a un petit moment de silence souvent qui vient après ça. Et généralement, la réponse va être « Hey, écoute, je pense qu'on n'en a pas tant que ça de plaisir. Je trouve qu'on n'a pas de fun dans nos vies. On se lève le matin, vite, on se dépêche, les boîtes à lunch, habiller les enfants, on se met du mascara des fois dans l'auto parce qu'on n'a pas le temps. On mange notre chèque de protéines parce qu'on n'a pas le temps de déjeuner. Les smoothies, c'est ça. On n'a pas de plaisir le matin. Je connais pas beaucoup de familles qui ont le temps d'avoir du plaisir le matin. Les enfants partent pour l'école. Bye bye, mon grand, je t'aime. C'est pas mal le moment le plus plaisant qu'on a, le petit câlin, le petit bisou. Ça, c'est s'ils sont pas partis un peu fâchés ou à la garderie le matin, le plus petit qui s'est mis à pleurer, tout ça, on repart, on a le cœur gros. Là, on arrive au boulot, on gère le boulot. Souvent, c'est au travail qu'on a le plus de plaisir. On change les idées, on parle avec des collègues, on rit sur l'heure du dîner, on revient à la maison, vite, va chercher les enfants à la garderie, ça presse, il t'a fait une crise sur le bord de la porte, ça ne tentait pas de s'habiller, il voulait pas mettre sa tuque, t'arrives dans l'auto, j'ai faim. Oui, mais là, excuse-moi, j'ai pas amené de collation. Tu fais juste le dire vite de même en 2 minutes, puis je t'ai soufflé. On est brûlé, mais c'est ça pareil. Puis là, t'arrives à la maison, il est 4h30, 5h, 5h30, l'enfant, il a faim, vite. Mais là, on m'a dit qu'il fallait que je prenne 15 minutes de temps partagé avec lui parce que je veux pas vivre la crise de colère tantôt. Il faut que je remplisse son petit réservoir d'affection. Fait que là, je m'assois, je prends 15 minutes de temps avec mon enfant, j'essaie d'avoir du plaisir. J'en ai pas tant que ça parce que ça devient une obligation, parce que je veux essayer de remplir son réservoir d'affection, mais pendant ce temps-là, j'ai la tête pleine. Puis là, je le sais qu'il faut que je parte mon souper, puis qu'il y a une brassée de lavage à faire tantôt, puis que là, le bébé va pleurer, puis j'ai peut-être une tétée à donner, puis on n'en a pas tant du plaisir. On essaie de faire les choses avec le plus de légèreté possible, mais ultimement, ça nous procure pas beaucoup de plaisir. Il faut essayer. Puis là, je vous le dis, c'est vraiment pas évident, mais ça se fait. Là. Moi, c'est vraiment une grande prise de conscience que j'ai eue après mon 3e bébé. Je me suis rendu compte à quel point on avait de la broue dans le toupette, puis je me suis dit, mon Dieu, qu'on n'en a pas de fun. Pas que j'aimais pas être une mère, là. Ça me procurait beaucoup de plaisir d'allaiter mon bébé, faire du cododo. C'était super, mais vraiment de dire, j'ai plus de plaisir que de frustration. Je pense pas qu'on était là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie de tous les jours pour essayer d'avoir plus de plaisir? Ben oui, parce que là, je t'ai écouté depuis tantôt, puis tu sais, ça roule dans ma tête, puis je me dis, moi, je l'ai fait ce constat-là de me dire, hey, j'ai pas de plaisir, mais quand est-ce que j'ai eu du plaisir la dernière fois? Comme avec mes enfants, là. Tu sais, puis là, cet été, nous, on a eu la chance, en tout cas, l'été dernier, on a eu la chance de faire plus d'activités que d'habitude. On a plus fait de, tu sais, le village des sports à Valcartier, des choses comme ça. Puis là, je me suis rendu compte des fois que je riais de bon cœur, avec du plaisir, mais que je pensais pas à tout le reste. Ça, c'était du vrai. Puis là, j'ai vraiment eu cette prise de conscience-là l'été dernier en me disant, mais c'est pas ça du tout dans mon quotidien. Du tout, tu sais. Rire de bon cœur comme ça, sans penser à rien d'autre. Je ris dans mon quotidien, là, tu sais, je suis pas en dépression, là, tout, tu sais, ça va bien. Mais rire sans penser au souper, sans penser que là, il n'y a plus de pain, il faut que j'aille en dégeler un, sans penser... Hey, c'est rare. C'est très rare, très, très rare. Je suis d'accord avec toi. Être vraiment dans le moment présent, puis dans la gratitude de dire « Wow, c'est un beau moment qu'on vit présentement ». On prend pas ce temps-là, puis c'est normal. Ça va trop vite. On n'a pas le temps. Fait que je pense qu'il faut essayer de trouver des moyens pour intégrer plus de plaisir, puis de vrai plaisir, comme tu le dis, parce que, tu sais, c'est pas d'aller à Valcartier, là. Non, c'est ça. Ça a été ma prise de conscience de me dire, hey, mon doux que je ris sans penser à rien d'autre. C'est ça. Ben voyons. Tu peux pas aller à Valcartier à tous les jours pour te procurer ce plaisir-là. Il faut l'intégrer dans le quotidien. Fait que comment on peut faire ça en essayant d'amener un petit peu plus de spontanéité? OK. Moi, là, j'ai instauré, il y a plusieurs années, les jeudis fiesta à la maison.
ça a parti de mon propre besoin. J'en avais plein mon casque, de faire le souper en revenant de travailler. Bon. Et le jeudi, souvent, c'est le soir qu'il n'y a plus grand-chose à manger dans le frigo. Puis c'est souvent les restants de la semaine, puis tout ça. Que ça ne tente pas, oui, ça ne me tentait pas, puis les enfants chiolaient. Alors, j'ai instauré les jeudis fiesta. Puis le dernier, là, il n'était pas vieux. Là. Je pense qu'il avait comme 2 ans. Là, puis il a embarqué là-dedans. C'était super cute. Tout le monde mange ce qu'il veut à l'endroit où il veut. Oh, wow! C'est une réelle fiesta, mais il y a des règles quand même, là. Fait que tu ouvres le frigo puis tu manges ce que tu veux. Donc, ça finit qu'il y en a un qu'une fois, il a mangé un bagel avec du ketchup. Écoute, mange ce que tu veux à l'endroit où tu veux. Puis ce qui est beau, c'est que bien souvent, ils vont pas s'enfermer dans leur chambre. Non, ils finissent à la table. On finit à la table, tout le monde ensemble, ouais, parce que c'est ça. C'est pas obligé. Puis des fois, on se met un film ou on joue un jeu de société. Ou c'est un jeudi fiesta. Il n'y a aucun devoir. Les plus vieux vont à l'école. Il n'y a aucun devoir le jeudi fiesta. Donc, organise tes devoirs le reste de la semaine. Jeudi fiesta, il n'y en a pas. On est juste dans le plaisir et la légèreté. Et il y a beaucoup de spontanéité dans cette soirée-là. Parce que des fois, il y en a un qui dit « Hey, on fait une soirée mexicaine! C'est donc bien une bonne idée, ça vous tente dessus, on va faire des fajitas, ça va avoir du fun. » Puis là, on se met de la petite musique, là, puis c'est bien drôle. Tu sais, on parle pas là, de sortir des chapeaux puis d'avoir tricoté je sais pas quoi l'après-midi. Tu sais, c'est tout simple, là, tout simple. Mais de la spontanéité. De dire aux enfants... Des fois, un vendredi soir, tout le monde est au lit, sont en train de s'endormir, puis de leur dire « Hey, dormez-vous? Non. Venez-vous-en, on s'en va faire un tour d'auto. Hein? Mais voyons donc, ben oui, venez-vous-en. » On embarque dans l'auto, on met de la petite musique zen dans l'auto, ils s'endorment dans la voiture. C'est donc bien cool, tu sais. Ça, c'est de la spontanéité. Ça brise le quotidien, ça défait un petit peu la routine, mais pas trop. Ça déstabilise personne, puis ça amène de la légèreté, puis ça fait du bien, tu sais. Faut essayer de réfléchir à ça, d'avoir cette prise de conscience-là, puis de se dire comment je peux faire pour avoir juste plus de fun. Si moi, j'aime pas ça, donner les bains, puis que mon chum, il tripe sa vie, bien, est-ce que ça pourrait être mon chum qui donne les bains puis qui en profite pour rendre ce moment-là super ludique, de mettre du colorant alimentaire dans l'eau, tu sais? Moi, je n'ai pas de fun, bien, je vais faire d'autres choses pendant ce temps-là. Puis lui va rendre ce moment-là encore plus plaisant, encore plus grandiose que moi, j'aurais pu le faire, tu sais. C'est dans les petites actions du quotidien. Ça vient tellement entrecouper ce dont j'ai discuté avec Solène sur l'épisode de Noël. On a parlé du Père Noël, de la magie de Noël, puis tout ça. Puis, tu sais, à un moment donné, on s'est rendu compte en discutant que le mois de décembre, là, on le fait, ça. On en fait des petites affaires, tu sais, surtout si on instaure, par exemple, un calendrier de l'Avent avec des activités. Nous, c'est comme ça chez nous. Mais c'est toutes des activités simples qu'on pourrait faire le reste de l'année de temps en temps, mais qu'on fait pas. C'est vrai. Puis là, on s'est questionné, Solène et moi, en disant, mais pourquoi on fait pas ça le reste de l'année? Tu sais, cette spontanéité-là, c'est juste manger, tu sais, j'ai donné un exemple comme ça, manger en dessous du sapin. Mais on est tous là, on mange en dessous du sapin. Bien, ça pourrait être mangé par terre. On met une couverte sur la table, manger en dessous de la table. Puis ça me parle vraiment beaucoup, ce que tu dis là, parce que ça n'a pas besoin d'être compliqué. Tellement pas. Tu sais, ton jeudi fiesta, à la limite, c'est plus facile que quand tu cuisines. Là, le reste de la moi, semaine, là, c'est pour moi la fiesta, comprends-tu? C'est ça. Les enfants sont bien contents, mais la fiesta, c'est toi, là. Ça a partie de mon besoin, tu sais. Exact. Absolument. Fait que ça n'a pas besoin d'être compliqué. Vraiment pas. Puis, on peut demander aux enfants aussi de s'impliquer là-dedans quand ils grandissent. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir plus de plaisir dans notre famille? C'est fascinant ce que les enfants vont nous répondre. Hein? Moi, je ne sais plus lequel des trois m'avait dit, moi, j'aimerais qu'on fasse dodo les trois ensemble dans le salon. Bien, crois-le pas. On a pris un matelas de futon, on a amené ça au salon, puis on a fait un dodo toute la gang. On a dormi là, dans le salon. Bon, ça a impliqué que je me suis couchée vraiment tôt, puis j'ai pas regardé ma série avant de me coucher, mais c'était super trippant. Puis au petit matin, on était toute la gang dans le salon collés, super trippant, tu sais. Il faut réfléchir à ça, puis d'essayer d'impliquer les enfants dans tout ça, c'est juste du merveilleux qui peut sortir de ça. Ah, j'aime vraiment ça, puis tu sais, on voit à quel point tout ça peut avoir un effet bénéfique au quotidien aussi, là. Absolument. Tu sais, de ne pas se casser la tête, puis le slow living, le slow parenting, le slow tout, là, peut être simplement ça. Exactement. Juste de prendre le temps de ralentir, pas tout le temps.
sais, pas tout le temps surtout, puis se mettre cette pression-là de devoir arrêter, ralentir, mais... Faut pas que ça devienne une pression. ça. On passe à côté de l'objectif, là. C'est ça, on n'aura pas de plaisir. Pas Là, du on va tout. juste penser, faut que je me couche dans le salon, il faut organiser ça, demain matin, il va falloir que je ramasse. Non, tu sais, on est là, maintenant, ici, maintenant. Oui. Et c'est là qu'on va se poser la question, est-ce que c'est si grave que ça? Oui, mais là, je vais avoir à remonter le futon. Ben oui. Est-ce que c'est si grave que ça? Au pire, il restera une journée de plus dans le milieu du salon. Hein? Exactement. Nous, à un moment donné, je me rappelle, on a fait une raclette. Je pense que c'était un dimanche soir. On a mangé de la raclette toute la semaine et ça a rendu les enfants tellement heureux. Déjeuner et souper les 5 jours. Parce que c'était déjà au centre de la table. Fait qu'on se levait le matin, on cassait les cocos là-dessus. On rince la plaque après. On rince la plaque le soir, même affaire. C'était merveilleux, tu sais. C'était tout simple. Les enfants avaient l'impression que c'était la fête à tous les soirs parce qu'on remangeait de la raclette. Puis pour nous, c'était super facile à faire. Ça nous a déchargés. Puis on s'est dit, est-ce que c'est si grave que ça? D'avoir à laver la petite plaque de raclette à tous les soirs. C'est bien plus simple que de laver le chaudron du spaghetti. Oui, c'est ça. C'est ça. On s'entend. Oui. Je retiens cette idée-là de la raclette. Pour vrai, c'est merveilleux. Vraiment, là. Tu peux tout mettre là-dessus. Oui, c'est ça. Tout ce qui cuit. Tout ce qui cuit. Tout ce qui cuit va là-dessus. C'est merveilleux. Tu fais une petite assiette de crudité à côté, puis l'affaire est réglée. C'est réglé. Même pour le déjeuner. C'est vraiment une bonne idée. Je sais. OK, je l'enregistre. Enregistrer ça aussi. Je dis que les enfants, mais ça, c'est merveilleux. Ceux qui écoutent, enregistrent ça, puis c'est du plaisir. Oui, c'est ça. Ça a l'air tellement compliqué comme ça, des fois, d'intégrer du plaisir dans notre vie, mais dans le fond, ça ne l'est pas tant que ça. Il faut partir de nos besoins. Ça, c'est la première affaire. Il faut les identifier, nos besoins. J'ai besoin de quoi, tu sais? J'ai besoin d'avoir de la légèreté. Bon, OK, mais c'est quoi de la légèreté, tu sais? Qu'est-ce qui m'irrite? Qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce que j'aime pas faire? Tu sais, il y en a qui vont dire, moi, ça me dérange pas de faire le souper, ça me relaxe. Je décroche de ma journée. C'est pas là-dessus que tu vas couper, fais-le, mais coupe sur d'autres choses, tu sais. Moi, plier du linge, j'aime pas ça. Alors, j'ai décidé, il y a quelques années, on est 5 du lavage, tu le sais, vous êtes 6, vous autres, ça vient plus à bout de finir. Je ne plie plus de linge. Je prends, on est 5, chacun un panier, puis je garoche littéralement le linge propre dans chacun des paniers. Arrange-toi avec ton panier. Cherche tes 2 bas pareils dans le panier. T'en auras pas 2 pareils. Est-ce que c'est si grave que ça? C'est ça. C'est toujours de se ramener à ça. Est-ce que c'est grave? Oui. J'ai comme pensé à quelque chose. L'idée m'est partie, là. Mais le panier, moi, je le retiens aussi, là. Mes enfants vont me trouver complètement... quand je vais revenir chez nous, ils vont dire, voyons, t'es allé où? Oui, en fin de semaine? À qui t'as parlé, là? À qui t'as parlé en fin de semaine? Tu sais, que c'est ça. Mais est-ce que c'est si grave que ça? Je pense que c'est comme la phrase... Tu sais, la phrase clé, là, je pense. Pour instaurer, justement, on revient au climat familial. Tu sais, là, on voit, là, t'as donné vraiment plein de bons trucs, là, sur comment... réussir à ce que ce soit agréable, finalement. C'est juste ça qu'on veut, hein? Que ce soit agréable. Oui. Tu sais. Oui, puis être à l'écoute des émotions de tout le monde. Hein? Tu sais, on a parlé de contagion émotionnelle. Mais les enfants aussi peuvent agir sur nous. Dans le sens que si un enfant est en colère, les chances que moi je vire en colère sont élevées, là. Ben oui. Fait qu'il faut prendre le temps de les écouter, les émotions de tout le monde, puis enseigner aux enfants à nous les nommer, ces émotions-là. Je suis en colère, je suis fâchée, il m'a enlevé mon jouet, j'ai pas aimé ça, j'ai pas envie de faire ça. C'est correct. Si tout le monde a son espace pour nommer comment il se sent, il y a beaucoup plus de chances de se sentir accueilli. Absolument. Et plus la famille est nombreuse, plus ça fait des gens pour prendre soin des autres. Oui. Alors, plus ça fait des gens pour contaminer les autres. Et si on voilà, n'a pas bien, c'est exactement ce que j'allais dire. Hein? Fait que quand les enfants sont tout petits, on est très contaminé rapidement parce qu'il y en a beaucoup d'émotions dans l'air. Mais quand les enfants grandissent puis qu'on leur a enseigné à nommer leurs émotions et qu'on leur a enseigné qu'il y avait quelqu'un pour accueillir tout ça. Et des stratégies comme retire-toi dans ta chambre. Oui. Ça va pas? Tu as de la misère à tolérer les gens. Retire-toi dans ta chambre, tu vas être bien. Oui, c'est pour ton les plus milieu vieux. À toi, tu sais. Absolument. Puis pour les plus petits, est-ce que tu veux avoir un câlin? Oui. Viens me voir, je suis disponible pour toi. Oui. Alors, tout ça va faire en sorte que quand l'enfant va grandir, il va avoir acquis des stratégies et ils vont pouvoir s'entraider entre eux. Cette semaine, peut-être que ça s'entend un peu dans ma voix, mais j'ai été un petit peu enrhumée, un peu maganée. Et mon chum et moi, on n'était pas super disponibles et patients pour les enfants. J'en ai un des 3 là, avec lequel c'était plus difficile. Bien, c'est la
grande qui a pris le relais, puis on lui a pas demandé là, de faire une job de parent, mais c'est elle qui a dit « Hey, laissez faire. Je vais m'en occuper. Parce qu'elle avait besoin d'être accueillie dans ce qu'il vivait, puis elle savait très bien qu'on ne serait pas super efficace. Elle l'a fait par elle-même. Parce qu'elle a appris à faire ça. Et voilà. Puis la contagion émotionnelle, ben ça s'est pas amplifié justement parce que cet enfant-là a été accueilli, apaisé rapidement par une personne qui était disponible pour lui. Puis après ça, ben le quotidien a continué puis ça s'est bien passé, tu sais. Fait que ça, c'est quand même important comme notion de se donner l'espace pour vivre ce qu'on a à vivre comme émotion, tu sais. Des fois, là, les enfants, ils ont juste besoin de se décharger d'un trop-plein puis après ça, on passe une belle soirée, hein. On essaie beaucoup d'éviter les crises de colère parce qu'on n'aime pas ça, gérer ça. Mais quand on le sait que notre enfant, il est surchargé, ça nous arrive, nous autres aussi, là. Puis là, on arrive dans le 5 à 7, puis il est à pic, puis c'est difficile, puis il bougonne, puis il lance ses affaires, puis il chigne un petit peu sur tout. Il y a un moment où on atteint le point culminant, la crise de colère débarque. Bien, laissons-le vivre ça. Il va se décharger. On est là, on est disponible. Est-ce que tu veux que je t'aide? Veux-tu avoir un câlin? Non, il n'en veut pas. Parfait, je vais rester à côté de toi. On va attendre que ça passe. Je suis là, avec toi. Je sais que ça a été une grosse journée. Il va crier, il va hurler, il va pleurer. 20 minutes après, c'est réglé, puis fini. On passe une belle soirée. Et ça évite que tout le monde soit contaminé, justement. Pas parce qu'un enfant va vivre une crise de colère que tout le reste de la maison va être fâché. S'il y a une personne qui est disponible pour lui, qui est bienveillante, qui est calme, qui est disposée à accueillir ses émotions, le reste de la famille ne sera pas contaminé. C'est ça. C'est quand tout le monde est fâché que là, on devient rapidement envahi. Mais quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui est solide puis qui est prêt à accueillir tout ça, les autres enfants, là, ils font leur vie puis ils font comme, OK, c'est correct. Le plus jeune, il va se gérer. Puis maman est là, papa est là, puis tout se passe bien, tu sais. Oui. C'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, je fais plein de liens dans ma tête. Là, on pourra en parler encore plusieurs minutes. Écoute, j'espère que ça a donné des trucs. J'espère que si ça a pu semer une petite graine de prise de conscience aussi chez certains parents, en fait, je suis certaine que, tu sais, moi-même, présentement, j'ai plein d'idées, là. Tu sais, je me dis, à tel moment, j'aurais pu faire telle chose. Tu sais, bon. Puis, décharger, parenthèse personnelle, j'ai fait, moi, ce qui me purgeait à la maison, c'était de faire l'horaire des repas. Moi, ça, là, ça me demandait de l'énergie à pu finir. Bien là, je me suis j'ai tout sorti mes livres de recettes. J'ai tout écrit les recettes que j'avais et je me suis fait un calendrier de 5 semaines. Wow! Bang, 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 bang. J'ai tous mes soupers, les dîners, parce que moi, les enfants reviennent à la maison. Tous les dîners, tous les soupers. Puis là, ben, s'il y a une journée qu'on switch, ben j'écris dans le bas que la recette-là, elle n'a pas été faite cette semaine-là. Fait que là, je peux la remettre la semaine d'après. Ou tu sais, je peux jouer un peu, j'ai de la flexibilité. Mais tout est là. Puis je l'ai affiché sur le frigo. Ah, wow! Mais là, ça fait 3 semaines, là. Et je respire. Ah, j'aime ça. Tu sais, le dimanche, quand je m'en vais faire mon épicerie, là, j'ai pu à planifier ma semaine. J'ai pu à... C'est là, c'est dans ma face. Je peux faire des modifications, là. Il y a de la souplesse là-dedans, il y a de la souplesse. Mais... t'as une structure. J'ai une structure, c'est là. Je regarde ça. Si je veux suivre la semaine au complet comme ça, je la suis comme ça. J'ai juste besoin de faire ma liste d'épicerie. Je suis partie. Si je veux changer des choses, je peux changer des choses. Si j'ai le goût, le temps, l'énergie. Mais, tu sais, ça, c'est tout nouveau pour moi, là, de trouver des trucs concrets parce que j'en ai pris conscience. Mais là, je vais inviter ceux qui viennent d'écouter tout ça, là, à faire cette prise de conscience-là parce que ça fait un changement. Absolument. Hey, j'adore ton truc, Alexandra. Je pense que je vais le mettre en application. Bien, moi, je peux même mettre une photo là, de mon Oui, j'aime beaucoup ça. Mais tu sais, c'est que tu mets toutes les recettes que tu aimes, que ta famille aime. Puis tu peux même faire participer les enfants. Là. Moi, je leur ai dit, rappelez-moi, c'est quoi les recettes que vous aimez manger? Qu'est-ce que vous avez le goût de manger? Puis là, on fait la liste. Puis là, moi, j'ai classé, chez nous, c'est plus végé. Fait que j'ai classé, tu sais, tofu, légumineuses. Puis là, j'ai classé comme ça pour pas toujours avoir une semaine juste du tofu, tu sais. Puis là, j'ai séparé ça dans mes semaines. J'ai fait un beau fichier Word, un beau tableau Word. J'ai fait imprimer ça, mis ça sur le frigo. Ça m'a enlevé une charge, là, monumentale. Avec la liste d'épicerie qui va avec les recettes. Bien là, je suis pas rendue là, mais ce que je fais, par exemple, c'est que je fais ma liste d'épicerie dans mon téléphone et je prends un screenshot de ma liste d'épicerie. Donc, semaine 1, screenshot, je peux rajouter des affaires si j'ai besoin. Semaine 2, screenshot, je rajoute des affaires. C'est merveilleux. Fait que là, je suis rendue, je bâtis mes listes, là, mais ouais,
J'adore l'idée. Ça fait beaucoup de liens avec le fait que j'aime pas tant cuisiner quand je reviens de travailler. Puis c'est souvent ça, mon problème, c'est que j'organise pas nécessairement toujours mes repas à l'avance. Puis là, je sais pas quoi faire. Puis, j'aime ça. C'est tout des trucs comme ça qu'on peut trouver, mais ça prend du temps. Ouais. Tu sais, ça prend du temps, puis ça prend... Premièrement, une prise de conscience. Deuxièmement, regarder dans notre quotidien. Puis après, on peut mettre des choses en application. Mais tu sais, ça prend du temps. Là. Mon plus vieux a 10 ans. Là. Il va avoir 11 ans. Ça fait 11 ans que je fais des repas pour des enfants, tu sais. Puis c'est la première fois que je fais ça, tu sais. Fait que c'est ça. C'est à petits pas. Exact. C'est à petits pas, puis il ne faut pas se mettre la pression de mettre en application des stratégies qui ne nous ressemblent pas aussi. Exact. Tu sais, parce qu'il y en a qui nous écoutent, c'est super bon, j'ai le goût de faire ça, mais après une semaine, ça fonctionne pas. Ben c'est pas pour toi, puis c'est pas grave, puis c'est pas parce que t'es pas bon. Non, puis, c'est ça. C'est bien, vous autres, vous êtes capables, moi, je suis pas capable. Non, ça répondait pas aux besoins. Il y a d'autres stratégies qui vont fonctionner pour toi, tu sais. Puis qui fonctionneront pas pour moi. Exactement, il faut se connaître, là. Eh bien, merci, Mélanie. J'invite plaisir. les gens à te suivre sur tes réseaux sociaux. C'est toujours des bons conseils, des bons trucs, du concret aussi. Puis, on va te revoir dans un autre épisode. Oui! Merci, Alexandra. Merci.